Derek Morrison avait toujours été un homme qui mesurait la vie en absolu, noir ou blanc, loyal ou traître, vivant ou mort. 22 ans dans les forces spéciales avaient gravé ses principes dans son âme, comme des cicatrices sur du granit. Tandis qu'il était assis dans l'avion de transport, en route pour Colorado Springs, le poids familier de son sac à dos entre ses bottes, Derek s'autorisa un rare moment d'anticipation. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. 15 mois, voilà combien de temps il avait passé à chasser des ombres dans des endroits inexistants sur les cartes, à accomplir des missions qui ne figureront jamais dans les rapports officiels. Ce genre de travail qui gardait l'Amérique en sécurité pendant que les Américains dormaient paisiblement dans leur lit. Ce genre de travail qui lui avait coûté 2 doigts de la main gauche, un réseau de cicatrices sur son torse et plus de nuits blanches qu'il ne voudrait en compter. Mais il lui avait aussi gagné quelque chose de précieux, une retraite anticipée à 38 ans, avec tous les avantages, et la promesse d'une vie normale avec Lindsay et leur fils de 8 ans, Tyler. Le garçon aurait eu 9 ans maintenant, se rendit compte Derek, un pincement de culpabilité au cœur. Encore un anniversaire manqué, un Noël de plus, une année de l'enfance de son fils sacrifiée sur l'autel du devoir. Le téléphone de Derek vibra. Un message de sa voisine, Madame Chin. Derek, j'ai essayé de joindre Lindsay à propos de Tyler. Appelle-moi dès que tu as atterri. C'est urgent. C'était étrange. Derek avait essayé d'appeler Lindsay 3 fois depuis l'Allemagne lors de son escale, mais son téléphone tombait directement sur la messagerie. Il avait supposé qu'elle était occupée avec les activités scolaires de Tyler ou son travail à temps partiel à la clinique vétérinaire. Lindsay avait toujours été indépendante, parfois à l'extrême, mais elle répondait généralement à ses appels pendant ses déploiements. L'avion se posa sur la base aérienne de Peterson à 23h47. Le commandant de Derek, le colonel Raymond Torres, avait organisé sa sortie rapide, un geste de courtoisie pour un vétéran décoré ayant donné tant pour son pays. À 1h15 du matin, Derek conduisait son Jeep garé dans les rues désertes de Colorado Springs, la mémoire musculaire le guidant vers la modeste maison à 2 étages de Maple Street, qui avait été son ancrage pendant ses années de déploiement. La maison était sombre, à l'exception d'une seule lumière dans la fenêtre du premier étage, celle de la chambre de Tyler. Derek sourit malgré sa fatigue. Le garçon avait toujours été un oiseau de nuit, probablement en train de lire sous ses couvertures avec une lampe de poche. Certaines choses ne changent jamais. Derek gara dans l'allée, notant que la Honda de Lindsay n'était pas là. Probablement chez sa mère, encore. Patricia Kellerman n'avait jamais approuvé la carrière militaire de Derek, la considérant comme un abandon de ses responsabilités familiales. La femme avait empoisonné assez de conversations au fil des ans pour que Derek apprenne à l'éviter autant que possible. Il utilisa sa clé pour entrer silencieusement, ne voulant pas réveiller Tyler s'il s'était enfin endormi. La maison semblait différente, d'une manière ou d'une autre, plus propre, mais aussi plus froide. Les photos de famille qui ornaient jadis le couloir avaient été remplacées par des œuvres d'art génériques. Les décorations militaires de Derek, fièrement affichées dans le salon, avaient disparu. Un bruit venant de l'étage le fit s'arrêter net. Ce n'était pas la voix de Tyler, mais le rire d'un homme, suivi du rire inconfondable de Lindsay. Le son qui, autrefois, faisait battre son cœur plus fort, glissait maintenant de la glace dans ses veines. Derek se déplaça avec la précision silencieuse qui lui avait permis de rester en vie dans des territoires hostiles. Chaque pas dans les escaliers était minutieusement placé pour éviter les grincements qu'il avait mémorisés des années plus tôt. Les bruits devenaient plus clairs à mesure qu'il atteignait le palier, des murmures intimes, le froissement des draps, le grincement rythmique de son lit conjugal. Par la fente de la porte de la chambre, Derek aperçut sa femme de 12 ans, enchevêtrée avec un homme qu'il ne reconnaissait pas, grand, pâle, avec des cheveux blonds et le genre de peau claire qui trahissait un travail de bureau et des abonnements à la salle de sport plutôt que de vrais travaux manuels. La bague de mariage de Lindsay reposait sur la table de nuit à côté d'une montre que Derek ne reconnaissait pas. 22 ans de formation militaire avaient appris à Derek que dans la guerre, il n'y avait pas de place pour la pitié, mais aussi que la patience était une arme plus redoutable que n'importe quel couteau. Il se retira silencieusement, son esprit déjà en train de calculer, planifier, s'adapter. Sur le terrain, la première règle d'engagement était la collecte de renseignements, connaître son ennemi,
connaître ses faiblesses, connaître ses peurs. Ce n'est qu'alors qu'on frappe. Derek pénétra dans la chambre de Tyler, s'attendant à trouver son fils dormant paisiblement. Mais il ne trouva qu'un lit vide. Les draps étaient propres, la chambre trop ordonnée, comme une exposition de musée plutôt que la chambre d'un enfant. L'éléphant en peluche préféré de Tyler, un cadeau que Derek avait rapporté de son deuxième déploiement, avait disparu. Le froid dans ses veines se transforma en azote liquide. Il vérifia la salle de bain, la chambre d'amis, même les placards. Aucun Tyler. Aucun signe que le garçon ait été ici récemment. Derek respira profondément, gardant son calme, mais son pouls battait fort, comme le rythme d'une bataille imminente. En bas, il chercha avec précision méthodique. Dans la cuisine, il trouva l'emploi du temps scolaire de Tyler collé au réfrigérateur avec un magnet. Selon le calendrier, Tyler aurait dû commencer la 3e année il y a 2 semaines. Mais il n'y avait ni boîte à lunch, ni sac à dos près de la porte, ni aucun des objets d'enfance qui s'accumulent autour d'un enfant de 8 ans, comme une force gravitationnelle. Le téléphone de Derek vibra de nouveau. « Derek, il faut que tu m'appelles. C'est à propos de Tyler. Je suis inquiète. » Cette fois, Derek appela. Et l'inquiétude. « Dieu merci, j'ai essayé de joindre Lindsay pendant 3 jours. Tyler n'est pas allé à l'école. J'ai vu, à travers ma fenêtre, des choses que je n'arrivais pas à comprendre, je ne savais pas si je devais appeler la police. »« Que voyez-vous, Madame Chin ?» demanda la voix au téléphone. 3 nuits auparavant, pendant cette terrible tempête, j'ai entendu des cris. Tyler était dehors, sous la pluie, et Lindsay, elle lui criait des horreurs. Des choses terribles. Je n'ai pas tout entendu, mais j'ai pu l'entendre dire. La voix de Madame Chin tomba à un murmure. Elle disait que Tyler avait ruiné sa vie, et il y avait un homme avec elle. Pas vous. Derek serra le téléphone dans ses mains jusqu'à ce que le plastique craque. Où est Tyler maintenant ? demanda-t-il, la gorge serrée. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu depuis cette nuit-là. Derek, je pense qu'il est arrivé quelque chose de grave. Derek coupa la communication, se tenant dans sa cuisine, les informations se traitant dans son esprit avec l'efficacité froide d'un briefing militaire. Sa femme le trompait. Son fils avait disparu. Et quelqu'un, plusieurs personnes même, avaient trahi les 2 choses que Derek tenait pour sacrées, la loyauté et la famille. En Afghanistan, Derek avait suivi une cellule insurgée pendant 3 mois avant de frapper. Il avait appris leur routine, leurs relations, leurs faiblesses. Il avait découvert lesquels d'entre eux avaient des familles, lesquels avaient des dettes, lesquels gardaient des secrets qu'ils auraient tués pour protéger. Lorsqu'il avait enfin agi, la cellule avait tout simplement disparu. Pas de prisonniers. Pas de survivants. Pas de pitié. Derek se dirigea vers le sous-sol et ouvrit un coffre-fort caché derrière le chauffe-eau. À l'intérieur se trouvaient des objets qui, officiellement, n'existaient pas. Des téléphones incatchables, des liquidités dans différentes monnaies, des documents d'identité avec des noms qui n'avaient jamais vu le jour, et, surtout, un carnet en cuir rempli de contacts pour des hommes spécialisés dans les problèmes que la loi ne pouvait résoudre. Il choisit un téléphone et composa un numéro de mémoire. Garrett Security Consulting. La voix, grave et professionnelle, se fit entendre. C'est Morrison. J'ai besoin d'une localisation prioritaire pour une personne disparue. Un garçon de 8 ans, vu pour la dernière fois il y a 3 jours. Derek donna la description de Tyler, puis les détails. Bien. Paquet complet. La mâchoire de Derek se serra. Paquet complet signifiait surveillance, vérification de fonds, et d'autres services qui opéraient dans des zones légales grises. Oui. Et j'ai besoin d'un dossier complet sur 2 adultes, Lindsay Morrison et un homme inconnu, la trentaine, cheveux sable, environ 1m87. Derek décrivit l'homme qu'il avait vu dans son lit. Délai, 24 heures. Ça coûtera plus cher. L'argent n'est pas un problème, répondit Derek, avant de raccrocher et de monter les escaliers. Les bruits venant de la chambre s'étaient calmés. À travers la fente de la porte, il pouvait voir Lindsay et son amant dormir paisiblement, inconscients que leur monde allait bientôt se briser.
Derek Morrison avait passé toute sa vie d'adulte à protéger des gens qui ne le méritaient pas, à tuer des ennemis qui ne méritaient pas sa pitié, et à sacrifier tout pour des principes qui ne signifiaient rien pour ceux qui en bénéficiaient. Mais cette fois-ci, c'était différent. C'était personnel. Et Derek Morrison était particulièrement doué pour rendre les choses personnelles. Chapitre 2, le venin de la mer. Derek ne dormit pas. Il s'assit dans son Jeep, garé à 3 blocs de chez lui, observant sa maison à travers des jumelles de qualité militaire. À 6h23, une BMW argentée se gara dans son allée. Derek reconnut immédiatement la voiture. Patricia Kellerman. La mère de Lindsay. La femme sortit, vêtue de vêtements de sport cher, une expression d'une personne assistant à un enterrement qu'elle était secrètement heureuse d'organiser. Elle se laissa entrer chez lui avec sa propre clé, un détail que Derek nota avec une colère croissante. Patricia avait eu accès à sa maison, à son sanctuaire, pendant qu'il saignait pour son pays. À travers la fenêtre du premier étage, Derek regarda les ombres se mouvoir, des conversations qu'il ne pouvait entendre, mais qu'il imaginait. 20 minutes plus tard, Patricia sortit accompagnée de Lindsay et d'un homme mystérieux. La femme de Derek portait des lunettes de soleil malgré le matin nuageux, se déplaçant avec l'énergie nerveuse de quelqu'un qui attend une confrontation. Derek suivit à distance, son moteur modifié ronronnant doucement alors qu'il traversait la ville en direction d'Oakwood Heights, une communauté fermée où des gens comme Patricia affichent leur succès comme des marques tribales. La BMW les mena vers une grande maison coloniale avec des pelouses parfaitement entretenues et la beauté stérile d'un paysagiste professionnel. Derek se gara dans une rue adjacente et activa le dispositif d'écoute qu'il avait fixé à la voiture de Lindsay pendant la nuit. L'entraînement militaire avait ses avantages. Bien qu'il ne puisse rien voir, la voix de Patricia crépita dans l'appareil. « Je te l'avais dit, il devait être parti encore un mois. » Lindsay répondit, défensive et effrayée. « Brad, peut-être qu'on devrait se détendre un peu. » La voix masculine était confiante, dédaigneuse. « Les gars de l'armée sont tous les mêmes. » Prédictible. Il va probablement demander le divorce et disparaître dans un programme pour anciens combattants. Dererick sourit froidement. Prévisible. C'était leur première erreur. Et Tyler ? La voix de Lindsay tomba dans un murmure. Et lui ? Le ton de Patricia portait une cruauté presque décontractée, une froideur que Dererick connaissait bien des salles d'interrogatoire. Le garçon devait apprendre sa place. Il devenait trop à l'aise, pensant pouvoir perturber nos plans. « Maman, tu l'as jeté dehors pendant une tempête. Il n'a que 8 ans. C'est le fils de Derek. » Patricia répondit comme si tout était évident. « Cet homme a empoisonné l'esprit de cet enfant contre nous dès le premier jour. » Il remplissait sa tête d'histoires sur l'honneur, le devoir, et autres balivernes militaires. Tyler devait comprendre que sa loyauté devait être envers la famille, sa vraie famille. Les mains de Dererick se serrèrent sur le volant. À travers le récepteur, il entendit la porte s'ouvrir. Où est Tyler maintenant ? C'était la voix de Brad, de plus en plus proche du dispositif. En sécurité, répondit Patricia. Chez ma sœur, dans le Wyoming. Tante Dorothy comprend les enfants difficiles. Elle le gardera là jusqu'à ce qu'on trouve une solution à long terme. Dererick avait rencontré Dorothy Kellerman une fois, lors de son mariage. Une femme amère qui dirigeait un ranch thérapeutique pour jeunes en difficulté. Un de ces endroits où les parents envoyaient les enfants qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Un endroit qui existait entre la surveillance légale et les soins réels. Et si Dererick vient ? Demanda Brad. Il ne viendra pas, répondit Patricia avec une certitude absolue. Derek Morrison est un soldat, pas un détective. Il suit des ordres et tire sur les ennemis. Il ne pense pas stratégiquement aux situations familiales complexes. Encore une erreur, pensa Dererick. Son téléphone vibra, un texto de Garrett. Cible de sécurité localisée, Wyoming. Détail ci-joint. Aussi, l'homme inconnu est Brad Hanley, 34 ans, expert en assurance, divorcé, difficultés financières. Plus d'infos suivent. Dererick fit défiler les fichiers joints.
Le ranch de Dorothy Kellerman était à 150 km, isolé dans un terrain où les cris ne portaient que jusqu'au vent. Le lieu avait été enquêté 2 fois pour des violations des droits des enfants, mais n'avait jamais été fermé, faute de preuves et grâce à de bonnes connexions politiques. Le profil de Brad Hanley était tout aussi révélateur. Divorcé depuis 18 mois après que sa femme ait découvert sa dépendance au jeu. Il avait actuellement 60 000 $ de dettes envers des gens qui ne proposaient pas de plan de remboursement. Il avait rencontré Lindsay à la clinique vétérinaire où elle travaillait, après avoir amené un chien qui ne lui appartenait pas. Plus tard, il avait été révélé que c'était une tentative pathétique pour rencontrer des femmes. Mais le détail le plus intéressant était le passé de Brad dans les assurances. Il se spécialisait dans les enquêtes sur les assurances-vie. Un type de travail qui apprenait à repérer les incohérences, à simuler des accidents, et à identifier la différence entre une mort naturelle et des circonstances suspectes. L'esprit tactique de Dorick commença à assembler les pièces du puzzle. L'aventure de Lindsay n'était pas une erreur momentanée. C'était une décision calculée. Brad n'était pas juste un amant. Il était un conspirateur. Et Patricia n'était pas simplement une belle-mère autoritaire. Elle était l'architecte d'un plan visant à éliminer Dorick de l'équation. Ils attendaient probablement des nouvelles de sa mort au combat. Lorsqu'elles ne sont pas venues, ils sont passés au plan B, le chasser en détruisant tout ce qu'il aimait. Il s'était lourdement trompé. Derrick se rendit dans un magasin de surplus militaire, tenu par un ancien marine nommé Tommy Voss. Tommy ne posait pas de questions et ne gardait aucune trace pour certains clients. Dorick sortit avec un sac de sport plein de matériel non disponible pour les civils, payé en liquide et donc intraquable. La prochaine étape fut un box de stockage que Dorick avait sous un faux nom. À l'intérieur, il avait des équipements qu'il avait accumulés au cours de 2 décennies d'opérations, des équipements de communication, de surveillance et d'autres outils spécialisés. Mais le plus important était un fichier mince contenant des informations détaillées sur chaque membre de la famille de Lindsay. Des renseignements qu'il avait recueillis des années auparavant en évaluant les risques de sécurité potentiels. Patricia Kellerman n'était pas seulement riche. Elle était connectée. Son défunt mari avait été juge fédéral, et elle fréquentait toujours des cercles où les faveurs se troquaient comme de la monnaie. Elle servait dans les conseils d'administration de 3 associations caritatives et de 2 comités d'action politique. Elle possédait des biens dans 4 États et détenait des investissements que la plupart des gens ne pouvaient que rêver de posséder. Mais chaque personne avait du pouvoir à ses points de pression. Celui de Patricia? Sa réputation. Elle avait construit toute son identité post-vie de veuve autour de son rôle de femme du juge endeuillé, consacrée à aider les enfants défavorisés. L'ironie d'une femme qui torturait psychologiquement son propre petit-fils tout en se présentant publiquement comme une défenseur du bien-être des enfants était assez suffisante pour étouffer n'importe qui. Dorick passa l'après-midi à faire des repérages autour de la maison de Patricia. Des caméras de sécurité couvraient les accès évidents, mais Dorick savait depuis longtemps que les gens qui se fient trop à la technologie ignorent souvent les facteurs humains. L'équipe de jardinage venait tous les mardis. La gouvernante arrivait à 9 h les mercredis et vendredis. Patricia suivait des cours de yoga les lundis, mercredis et vendredis matin. Mais plus important encore, Dorick découvrit que la maison de Patricia avait un atelier au sous-sol où elle poursuivait sa passion pour la menuiserie, un détail qui n'apparaissait dans aucun des registres publics. L'atelier avait une isolation phonique installée pour réduire le bruit. Et une entrée séparée par le jardin. Parfait. Alors que la soirée approchait, Derek rentra chez lui. La Honda de Lindsay était de retour dans l'allée, mais la voiture de Brad n'était nulle part en vue. Derek observa, depuis l'autre côté de la rue, Lindsay se déplacer à l'intérieur de la maison. Son langage corporel trahissait une énergie nerveuse. Elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone, scruter les fenêtres, sursauter au moindre bruit. La culpabilité était une chose merveilleuse. Elle rendait les gens prévisibles. Le téléphone de Derek sonna. Numéro inconnu. Morrison. La voix de Tyler, petite, effrayée, mais vivante. « Papa ?» demanda-t-il, une fragilité dans la voix que Derek n'avait jamais entendue. « Tyler, ça va, mon fils ?» répondit Derek, d'une voix brisée par l'émotion. « Je veux revenir à la maison. »
Tante Dorothy est méchante. Et cet endroit sent mauvais. Il n'y a même pas de télé. Et la ligne se coupa. Derek fixa son téléphone pendant 10 secondes, le cerveau tournant à plein régime. Il l'avait laissé appeler. Cela signifiait qu'il voulait qu'il sache où se trouvait son fils. C'était un message. Nous avons quelque chose que tu aimes, et nous allons le détruire si tu ne te comportes pas bien. Une autre erreur de calcul. Derek Morrison avait appris il y a longtemps que le moyen le plus rapide d'éliminer un ennemi était de lui faire croire qu'il gagnait, juste avant de le détruire complètement. En guerre psychologique, la faiblesse perçue était souvent l'arme la plus dévastatrice. Il démarra le jeep et se dirigea vers la maison de Patricia. Il était temps de commencer l'éducation de ceux qui pensaient comprendre ce qu'un soldat pouvait faire quand tout ce qu'il aimait était menacé. Ils allaient apprendre la différence entre un guerrier et une arme. Chapitre 3, la tempête qui gronde. Le téléphone de Derek sonna à 23h47. Il attendait cet appel. La voix de Lindsay tremblait, artificielle. « Tu es à la maison ?» demanda-t-elle. « Oui. Il faut qu'on parle. » « J'écoute. »« Pas par téléphone. »« Tu peux me retrouver au Riverside Park demain, à 2h. » Le terrain de jeu où nous emmenions Tyler. Derek sourit froidement. Même maintenant, elle essayait de le manipuler émotionnellement, en choisissant un lieu chargé de souvenirs familiaux. « Quelle heure ?» demanda-t-il. « 2h. Je serai là. » Après avoir raccroché, Derek poursuivit ses préparatifs. Il avait passé la soirée à examiner toutes les informations que ses contacts avaient recueillies. Les relevés financiers de Patricia Kellerman révélaient des motifs intéressants, de gros retraits d'argent coïncidant avec les déploiements de Derek, des paiements à un détective privé et des virements vers un compte offshore ouvert par Brad en 6 mois plus tôt. Ils avaient planifié cela bien plus longtemps que Derek ne l'avait imaginé. L'affaire n'était que la couche superficielle de quelque chose de plus sophistiqué, un effort systématique pour isoler Derek, l'éloigner de son fils et se positionner pour réclamer des prestations d'assurance et des indemnités militaires si Derek mourait au combat. Quand cela n'arriva pas assez rapidement, ils passèrent à la guerre psychologique, briser Derek émotionnellement, le forcer à commettre des erreurs, créer les bases d'une procédure de divorce qui le peindrait comme un vétéran instable. Les connexions légales de Patricia garantiraient que Lindsay obtienne tout, la maison, la garde de Tyler et la pension militaire de Derek. Mais ils firent une erreur critique. Ils avaient supposé que Derek réagirait immédiatement de façon émotionnelle, comme un père endeuillé et un mari trahi. Ils s'attendaient à ce qu'il confronte Lindsay directement, peut-être qu'il devienne violent, qu'il devienne négligent. Au lieu de cela, Derek Morrison abordait cela comme toutes ses missions précédentes, avec patience, précision et la certitude absolue que ses ennemis se détruiraient d'eux-mêmes s'ils étaient laissés à leurs propres erreurs. Le lendemain matin, Derek se rendit à l'école de Tyler. La principale, Rebecca, une femme gentille d'une 50aine d'années, se souvenait de lui des événements scolaires avant son dernier déploiement. « Monsieur Morrison, dit-elle, visiblement contente de le voir. Bienvenue chez vous. Tyler doit être tellement excité. » L'expression de Derek resta neutre. « En fait, madame, c'est justement pour cela que je suis ici. Tyler n'est pas à la maison. » Le sourire de la principale s'effaça. « Je suis désolé, mais Tyler n'a pas été à l'école depuis plus d'une semaine. Selon mon voisin, sa mère m'a dit qu'il était chez des proches, mais je suis préoccupé. L'école a-t-elle reçu une notification officielle concernant son absence ?» Madame vérifia son ordinateur, le froncement de son front se creusant. « Non, nous n'avons rien reçu. En fait, Madame Morrison a manqué la réunion d'inscription de Tyler il y a 3 semaines. Nous avons essayé de la contacter. » Elle leva les yeux vers Derek, inquiète. « Monsieur Morrison, je suis tenu de signaler les absences prolongées et inexpliquées aux services sociaux. Vous comprenez? Quel est le processus pour cela? Eh bien, normalement, nous essayons de résoudre le problème en famille d'abord. Mais si un enfant est absent plus de 10 jours consécutifs sans explication, » elle s'arrêta, manifestement mal à l'aise. Derek acquiesça, compatissant. « Madame, je vous demande de tout documenter soigneusement. Il pourrait y avoir des complications avec la famille de ma femme. »
Je veux m'assurer que les intérêts de Tyler sont protégés. Madame n'était pas une idiote. Elle avait vu assez de familles militaires pour reconnaître les signes de problème. Bien sûr, Monsieur Morrison. Et si vous avez besoin de ressources pour le soutien familial ou les services d'accompagnement. Merci. Je garderai cela à l'esprit. Derek quitta l'école en sachant qu'il venait d'allumer une mèche qui, dans les 48 heures, atteindrait les services sociaux. Au Colorado, l'absence inexpliquée d'un enfant déclenchait une enquête obligatoire, surtout lorsqu'un parent émettait des préoccupations à propos de l'autre. Les connexions politiques de Patricia pourraient ralentir le processus, mais elles ne pouvaient pas l'arrêter complètement. À 13h45, Derek arriva au Riverside Park. Il avait soigneusement choisi sa position, un banc offrant une vue dégagée sous tous les angles, le dos contre un arbre, des itinéraires d'évasion déjà tracés. Vieilles habitudes. Lindsay arriva 10 minutes en retard, accompagnée de Brad en lait. Intéressant, elle avait amené du renfort, ce qui suggérait qu'elle s'attendait à ce que cette conversation se passe mal. Lindsay avait l'air épouvantable. Ses cheveux, d'habitude parfaits, étaient tirés en arrière de manière négligée. Son maquillage ne parvenait pas à dissimuler les cernes sous ses yeux. Elle se déplaçait avec l'énergie frénétique de quelqu'un qui fonctionne à trop de caféine et à trop peu de sommeil. Brad, en revanche, tentait de projeter de la confiance. Il portait un costume coûteux qui ne lui allait pas tout à fait et se comportait comme un homme qui avait vu trop de films sur les durs à cuire. Derek, lui, l'avait immédiatement catalogué. Civil, mou, dangereux uniquement parce que les gens désespérés commettent des actes imprévisibles. Lindsay s'assit à côté de lui, laissant Brad debout, embarrassé à proximité. « Merci d'être venu. »« Où est Tyler ? » ?»« Il est en sécurité. Il est chez ma tante dans le Wyoming, juste pour un moment, jusqu'à ce qu'on règle les choses. » Elle prit une inspiration tremblante. « Jusqu'à ce qu'on trouve une solution. » Derek tourna la tête pour la regarder directement. Même après tout ce qui s'était passé, Lindsay était toujours belle. Cela avait d'ailleurs fait partie du problème. Derek était tombé amoureux de son visage, sans jamais prendre le temps de regarder plus profondément, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Trouver une solution à quoi ? Notre mariage. Cette situation. Le calme de Lindsay se fissura légèrement. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Tu sais que ça fait des années que ça ne va pas entre nous. Tes déploiements, le temps passé séparé, la manière dont l'armée passait toujours en premier. Avant ou après que tu aies commencé à coucher avec lui. Derek tourna la tête vers Brad sans quitter des yeux Lindsay. Brad s'avança, gonflé de fierté comme un coq en colère. Et, baisse d'un ton. Lindsay ne mérite pas. Derek tourna son regard vers Brad, et ce que l'assureur aperçut dans ses yeux le fit reculer involontairement. « Tu as raison, » dit Derek d'une voix calme. « Elle ne mérite pas d'être traitée de cette manière. Ce privilège a pris fin lorsqu'elle a jeté mon fils dans une tempête et lui a dit qu'il avait ruiné sa vie. » Le visage de Lindsay devint livide. « Ce n'est pas. Je n'ai pas. » Madame Chin a tout vu. Elle a tout entendu, y compris la contribution de ta mère à l'éducation de Tyler, à lui apprendre sa propre valeur. Derek observa Lindsay digérer les implications. Sa famille pensait être prudente, mais elle avait sous-estimé les capacités de surveillance des voisins curieux, des enseignants attentionnés et des soldats entraînés qui savaient comment recueillir des renseignements. Derek, tu ne comprends pas. Tyler était difficile, et maman essayait juste de le discipliner, les choses ont mal tourné. La voix de Lindsay monta, pleine de désespoir. Ton enfant a ruiné ma vie. Ce sont tes mots exacts à un gamin de 8 ans. La voix de Derek resta calme, presque amicale. Dis-moi, Lindsay, quand Tyler a-t-il ruiné ta vie? Quand il est né? Quand il a appris à marcher? Quand il a commencé à m'appeler « papa » au lieu de toi? Brad, apparemment, décida que c'était son moment de prendre le contrôle. Écoute Morrison, je sais que c'est difficile, mais Lindsay a fait son choix. Elle demande le divorce et elle va obtenir la garde de l'enfant. Ton dossier militaire montre plusieurs déploiements, des missions dangereuses, des signes de stress psychologique.
N'importe quel juge verra que Tyler a besoin de stabilité. Derek se leva lentement. Brad était peut-être 3 cm plus grand, mais la présence de Derek rendait cette différence de taille insignifiante. Mon dossier militaire montre 22 ans de service décoré à protéger des gens comme toi. Qu'est-ce que le tien montre, Brad? Le courage de Brad s'effondra. Quoi? Ton dossier. Ton histoire. La raison pour laquelle tu dois 60 000 $ à des bookmakers qui cassent des jambes pour des paiements en retard. La raison pour laquelle ton ex-femme a demandé une ordonnance de protection. La raison pour laquelle tu as été renvoyé de 3 compagnies d'assurance pour avoir falsifié des enquêtes sur des réclamations. La couleur se déversa du visage de Brad. Comment tu sais ça? Je suis très bon pour trouver des choses, répondit Derek, un sourire glacial aux lèvres. Tu veux que je raconte à l'INSEE l'histoire de ton séjour en détention pour avoir harcelé ton ex-femme, ou devrions-nous parler de ton plan actuel pour simuler ma mort et encaisser mon assurance vie? L'INSEE se leva brusquement. C'est fou. Brad ne ferait jamais ça. Vraiment, répondit Derek en sortant son téléphone et en lançant une conversation enregistrée à partir du micro qu'il avait placé dans la voiture de l'INSEE. La voix de Patricia emplit l'air. Les assurances paient 3 fois plus en cas de décès accidentel pendant un déploiement actif. Brad sait comment rendre ces choses convaincantes. Le terrain de jeu sembla se rétrécir autour d'eux. D'autres parents commencèrent à remarquer la tension et rapprochèrent leurs enfants. L'INSEE fixa Brad avec une horreur grandissante. Tu m'as dit que c'était à propos de l'amour, de construire une vie ensemble. Le masque de Brad tomba enfin, laissant place à une vérité brute. L'amour ne règle pas les dettes de jeu, chérie. Mais $250 000 en argent d'assurance et une pension militaire, ça oui. Derek observa le monde de l'INSEE s'effondrer en temps réel. L'affaire avait été assez mauvaise, mais se rendre compte qu'elle avait été manipulée dans une conspiration pour meurtre brisa quelque chose de fondamental sur son visage. Tyler, murmura-t-elle. Où est Tyler, vraiment? Derek répondit avant que Brad puisse mentir à nouveau. Au ranch de Dorothy Kellerman dans le Wyoming. Un endroit où les enfants disparaissent pendant des mois sans que personne ne pose de questions. Un endroit où ta mère l'a envoyé après que tu l'aies jeté dans une tempête pour avoir gêné ton plan de faire tuer. L'INSEE s'effondra lourdement sur le banc, les mains tremblantes. Je n'ai jamais. Je ne savais pas. Tu savais assez, répondit Derek, sa voix portée par l'autorité d'un juge. Tu savais que Tyler était un obstacle. Tu savais que je l'étais aussi. Tu savais que ta mère détestait mon influence sur notre fils. Ce que tu ne savais pas, c'est que vous étiez tous jetables une fois que Brad aurait ce qu'il voulait. Derek se tourna vers Brad, qui reculait lentement. Voici ce qui va se passer. Tu vas retourner chez Patricia, récupérer Tyler toi-même et le ramener à la maison. Tu as 24 heures. Et si je ne le fais pas? Brad tenta de paraître défiant, mais sa voix se brisa. Alors je ne serai plus civilisé, répondit Derek en souriant d'un air glacial. Il s'éloigna, laissant l'INSEE pleurer sur le banc et Brad calculer combien de temps il lui faudrait pour disparaître. Derrière lui, il entendit l'INSEE crier. « Derek, s'il te plaît, je peux arranger ça. Je peux réparer ça. » Derek ne se retourna pas. Dans 24 heures, il saurait s'ils étaient assez intelligents pour lui donner ce qu'il voulait. Sinon, il le prendrait de toute façon. Et alors, la véritable leçon commencerait. Il n'y avait aucune connexion directe au système de sécurité de la maison principale. Le défunt mari de Patricia l'avait conçu comme un refuge, un espace où il pourrait poursuivre ses hobbies sans déranger sa femme. Mais ce lieu allait désormais remplir une fonction tout autre. Dererick choisit la serrure en 47 secondes, une compétence qui lui avait bien servi dans des endroits où frapper à la porte n'était pas une option. À l'intérieur, il trouva exactement ce qu'il s'attendait à découvrir. Du matériel de menuiserie coûteux, des projets de meubles à moitié finis et une précision organisée qui trahissait des traits de personnalité obsessionnelle. Cependant, il y avait aussi quelque chose d'inattendu. Derrière un panneau perforé de crochets et d'outils, il aperçut un coffre-fort. Dererick sourit en examinant le mécanisme de la serrure.
Les coffres-forts militaires exigeaient des explosifs ou des équipements professionnels pour être ouverts. Les coffres civils, en revanche, pouvaient souvent être ouverts par quelqu'un qui comprenait la psychologie des personnes qui les achetaient. Patricia avait probablement choisi une combinaison qui signifiait quelque chose pour elle, mais qui n'était pas évidente pour un voleur. Dara, en essayant des dates significatives comme l'anniversaire de son mari défunt, leur anniversaire, et même son propre anniversaire, se heurtait à l'échec. Puis il tenta la date d'anniversaire de Tyler et le coffre se déverrouilla. À l'intérieur se trouvait une série de documents qui peignaient un portrait d'une manipulation financière systématique s'étalant sur des années. Des polices d'assurance sur Derek que Patricia avait souscrites à son insu, se désignant comme bénéficiaire en cas de décès de Lindsay lors d'une action militaire. Des documents légaux préparés à l'avance pour les procédures de garde, incluant des évaluations psychiatriques de Derek, ainsi que des commissions de médecins spécialisés dans la déclaration de vétérans militaires inaptes à exercer la parentalité. Le plus accablant était un fichier de correspondance entre Patricia et un détective privé qui suivait les mouvements de Derek, documentait ses relations et construisait un profil visant à soutenir des allégations d'instabilité dangereuse. Le détective avait été payé pour trouver des preuves de PTSD, de tendances violentes ou de toxicomanie, qui pourraient être utilisées contre Derek devant le tribunal. Mais la découverte la plus intéressante fut un dossier étiqueté « Solution à long terme pour Tyler ». À l'intérieur se trouvaient des brochures de pensionnats militaires dans des pays étrangers, des programmes thérapeutiques pour enfants opposants et des correspondances avec des avocats concernant la coupure des droits parentaux en raison de la prédisposition génétique à la violence héritée du père. Derek photographia tout avec un appareil photo qui téléchargeait automatiquement les images vers des serveurs cryptés dans 3 pays différents. Les preuves étaient utiles, mais Derek avait appris depuis longtemps que la menace d'exposition était souvent plus puissante que l'exposition elle-même. Il laissa la maison exactement telle qu'il l'avait trouvée, à l'exception d'un petit ajout, un dispositif de surveillance pour monitorer toutes les communications électroniques entrant et sortant du réseau de la maison de Patricia. Le savoir était de la munition et Derek avait l'intention de se munir d'un arsenal complet. À cette heure, Derek était garé devant l'immeuble de Brad en lait. Brad vivait dans un entrepôt reconverti, dans un quartier où les gens s'occupaient de leurs affaires et ne posaient pas de questions. Parfait pour un homme qui devait de l'argent à des personnes dangereuses et avait besoin de rester invisible. Derek attendit. La patience était la plus grande vertu d'un tireur d'élite et Derek avait passé des mois entiers à attendre le moment parfait pour tirer. Comparé à l'attente immobile dans le désert pendant 6 heures, alors que les patrouilles ennemies passaient à moins de 3 mètres, attendre dans un jeep climatisé en buvant un café était presque un luxe. À 9h23, Brad émergea de l'immeuble, semblant exactement comme un homme qui n'avait pas dormi. Il avait apparemment passé la nuit à décider s'il devait fuir ou se battre, et Derek pouvait voir à son langage corporel qu'il n'avait choisi ni l'un ni l'autre. Brad était en train de préparer une négociation, ce qui signifiait qu'il pensait encore qu'il avait quelque chose que Derek voulait, une erreur. Derek suivit Brad jusqu'à un dîner en périphérie de la ville, un endroit où les conversations ne pouvaient être entendues et où les rencontres pouvaient être niées. Brad avait choisi cet endroit, ce qui disait à Derek qu'il pensait comme un civil, cherchant un terrain neutre pour établir un dialogue et trouver un compromis. Derek se gara de l'autre côté de la rue et observa Brad qui se promenait nerveusement dans le dîner, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes. À 10 heures, Derek traversa la rue et entra dans le dîner. Brad lui fit signe de le rejoindre à une cabine dans un coin, essayant de projeter une confiance que son front moite contredisait. « Morrison, merci d'être venu », dit Brad, mais Derek se glissa dans la cabine sans retirer sa veste. « Où est Tyler ? C'est de cela que je veux parler. » Brad tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Écoutez, je pense qu'il y a eu des malentendus. Où est Tyler ? » La tentative de contrôle de Brad s'évapora. « Il est en sécurité. Patricia s'en occupe, mais il y a des complications. » Derek attendit, calme comme une mer calme avant la tempête. Le problème, c'est que l'endroit de Dorothy n'est pas exactement officiel. Il y a des problèmes légaux si nous apparaissons et exigeons que l'on nous rende l'enfant. Il faut être prudent dans la manière dont nous gérons ça. L'expression de Derek ne changea pas, mais sa tranquillité fit se déplacer Brad dans son siège, mal à l'aise. Ce que je dis, c'est que peut-être que nous pourrions trouver une solution qui bénéficie à tout le monde.
Vous voulez Tyler de retour, Lindsay veut de la stabilité, Patricia veut ce qui est mieux pour la famille, ajouta Brad en se penchant en avant, avec un air conspirateur. Et Dorothy, ne rend pas cela plus difficile. Fais-moi confiance sur ce point. Brad termina l'appel et s'affaissa dans la cabine. Là, heureux, Dorerick se leva. Pas même prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Brad, perplexe. Dorerick baissa les yeux vers Brad, son regard lourd d'une décision irrévocable, celui d'un homme qui avait déjà fait son choix. Ça veut dire que tu vas disparaître, Brad. Tu vas prendre tout ce que tu peux emporter, monter dans ta voiture et rouler jusqu'à ce que tu sois à au moins 1000 km d'ici. Tu vas commencer une nouvelle vie sous un autre nom, dans un endroit où personne ne te connaît. Tu dois tout quitter, y compris les dettes que tu as envers des gens qui brisent des jambes. Brad voulut protester, mais Dorerick le coupa sèchement. Oui, tu peux. Parce que l'alternative, c'est que je te retrouve et que je te montre exactement ce que 22 années d'entraînement spécialisé signifient quand elles sont appliquées à quelqu'un qui a menacé ma famille. Dorerick s'approcha un peu, son visage marqué par la certitude. Je sais où tu vis, où tu travailles, où tu manges, où tu fais tes courses et où tu vas quand tu crois que personne ne te regarde. Je connais les noms et adresses de tous ceux à qui tu dois de l'argent, de tous ceux avec qui tu as travaillé, et de tous ceux qui pourraient te cacher. Si tu es encore en Colorado dans 48 heures, je considérerai que tu as décidé que tu préfères me confronter plutôt que tes créanciers. Dorerick se redressa. Choisis bien. Il se leva et sortit du restaurant sans jeter un regard en arrière. À travers la fenêtre, il observa Brad, figé, dans la cabine, analysant la réalité de sa situation. Devoir de l'argent à des usuriers, c'était dangereux, mais les usuriers étaient des hommes d'affaires qui voulaient avant tout récupérer leur argent. Derek Morrison, en revanche, était quelque chose de bien différent. Derek conduisit vers le Wyoming, le silence radio, son esprit concentré sur la mission à venir. Tyler était à 240 km, en garde à vue, entre les mains de personnes qui l'avaient systématiquement abusé, manipulé et terrorisé. Cette situation allait prendre fin. Mais avant cela, Dorerick devait passer un dernier appel. Sécurité Garrett. C'est Morrison. J'ai besoin d'un dossier complet sur Dorothy Kellerman, y compris les registres de propriété, les informations sur les employés et tout contact avec la justice. Priorité, urgent, délai de 3 heures. Derek raccrocha et appuya plus fort sur l'accélérateur. L'éducation de la famille Kellerman allait entrer dans une nouvelle phase, et Derek Morrison avait toujours été un excellent enseignant. Et écoute. Patricia s'assit lourdement sur son lit, entourée de vêtements coûteux et de bijoux qu'elle ne porterait jamais plus. Tu as le choix, dit Derek en s'installant dans une chaise en face d'elle. Tu peux disparaître ce soir et ne jamais revenir. Ne jamais recontacter qui que ce soit dans ma famille. Ne jamais tenter de t'immiscer dans la vie de Tyler de quelque manière que ce soit. Si tu choisis cette option, tu vivras. La voix de Patricia tremblait. Quelle est l'autre option? Le sourire de Derek était tout ce qu'elle craignait qu'il soit. Tu te bats contre moi. Tu essaies d'utiliser ton argent, tes connexions, tes avocats pour continuer la guerre que tu as commencée contre ma famille. Si tu choisis cette option, je te montrerai ce qui arrive à ceux qui menacent mon fils. Tu ne peux pas me faire peur. J'ai des ressources. Derek sortit une tablette et montra à Patricia un flux vidéo en direct provenant du ranch de sa sœur Dorothy. Des agents fédéraux chargeaient des dossiers dans des camions tandis que Dorothy elle-même était assise, menottée, pleurant tandis que les enquêteurs documentaient des années d'abus systémiques envers des enfants. Tes ressources sont parties, Patricia. Ta sœur coopère avec les enquêteurs fédéraux en échange d'une peine réduite. Ton neveu, le shérif, a démissionné et fourni des témoignages sur les pots de vin que tu lui as versés. L'investigateur privé que tu as engagé pour me surveiller partage ses fichiers avec le FBI. Derek balaya l'écran pour passer à la page suivante, affichant des relevés bancaires et des transactions financières. Tes comptes offshore ont été gelés sur mandat fédéral. Tes biens sont en cours de saisie en vertu des lois sur le trafic d'enfants. Tes positions au sein des conseils d'administration de bienfaisance ont été supprimées. Patricia fixait l'écran, horrifiée. C'est impossible.
J'ai une protection juridique. Tu avais une protection contre la corruption locale et des connexions politiques. Mais tu as fait une erreur fatale. Tu as commis des crimes fédéraux à travers des frontières d'État, impliquant le bien-être d'enfants. Cela attire des gens qui ne se préoccupent pas des relations judiciaires de ton défunt mari. Derek rangea la tablette. Mais voici la partie intéressante, Patricia. Toutes ces preuves proviennent d'une seule source, Dorothy. Elle a tenu des registres détaillés de chaque enfant envoyé à son établissement, de chaque paiement que tu as effectué, de chaque conversation que tu as eue concernant la manipulation des arrangements de garde. Elle a tout documenté car elle préparait à te faire chanter, un jour ou l'autre. Le visage de Patricia se décomposa alors qu'elle réalisait les implications. Sa propre sœur avait préparé sa chute, et Derek avait simplement accéléré le processus. « Que veux-tu » murmura Patricia. « Je veux que tu disparaisses ce soir, pour toujours. Je veux que tu retires toute réclamation légale concernant Tyler. Que tu signes des documents transférant tous les biens restants à un fonds de fiducie pour son éducation, et que tu disparaisses si complètement que même moi je ne puisse te retrouver. » Derek se pencha en avant. « Parce que si tu ne le fais pas, si tu me forces à te traquer, si tu me forces à passer mes années de retraite à m'assurer que tu ne feras plus jamais de mal à un autre enfant, alors je cesserai d'être civilisé. Et Patricia, tu ne veux vraiment pas savoir à quoi cela ressemble. » Derek laissa une pile de documents juridiques sur la table de chevet de Patricia. « Ton vol pour la Suisse a été annulé. Il y a un billet de bus pour Mexico dans la cuisine. Tu as 2 heures pour décider si tu es assez intelligente pour le prendre. » Derek sortit de la maison de Patricia Kellerman de la même manière qu'il y était entré, tel un fantôme n'ayant jamais existé. Mais il laissa derrière lui quelque chose qui hanterait Patricia pour le reste de sa vie, l'absolue certitude que Derek Morrison la surveillerait, attendrait, et serait prêt à finir ce qu'elle avait commencé si jamais elle commettait l'erreur de oublier qu'il existait des personnes trop dangereuses à défier. Et savourant ce genre de matinée paisible qu'il avait appris à ne plus prendre pour acquis, Tyler était à l'école. Une nouvelle école où il s'était rapidement imposé comme l'enfant qui n'avait pas peur des brutes, et qui avait une compréhension inhabituelle de ce que signifiait vraiment la véritable force. Le téléphone de Dorerick vibra, affichant un message d'un numéro inconnu. « Nous devons parler. » B. Bras dans lait. Dorerick s'était demandé quand cet homme referait surface. Fuir avait probablement semblé être le choix le plus sage à l'époque, mais des hommes comme Brad apprenaient rarement de leurs erreurs. Derek répondit rapidement, « Riverside Park, 1 heure. » Il arriva en avance et choisit un banc offrant une vue dégagée, avec plusieurs issues possibles. De vieux réflexes. Mais lorsqu'enfin Brad apparut, Dorerick réalisa que la paranoïa était inutile. Brad en lait ressemblait à un homme qui avait passé 3 mois à dormir dans des motels bon marché et à se nourrir de nourriture de supermarché. Ses vêtements coûteux avaient été remplacés par des alternatives à bas prix. Sa démarche assurée avait disparu, et il se mouvait désormais avec l'énergie nerveuse de quelqu'un qui avait appris à se méfier à chaque coin de rue. Morrison. Brad s'assit lourdement, laissant un espace délibéré entre lui et Dorerick. « Tu as l'air terrible. » Brad répondit, « Ouais, eh bien, disparaître n'est pas aussi facile qu'on le croit. » La voix de Brad portait la fatigue de quelqu'un qui avait découvert que fuir les problèmes ne les résolvait pas vraiment. Il se trouve que les gens à qui je dois de l'argent sont plutôt doués pour retrouver les mauvais payeurs. Dorerick attendit. Dans son expérience, les gens désespérés finissaient toujours par révéler plus qu'ils ne l'avaient prévu, à condition de leur laisser suffisamment de silence. « J'ai besoin de ton aide, » continua Brad. « Ces types à qui je dois de l'argent, ils m'ont retrouvé au Nevada. Puis ils m'ont trouvé en Arizona. Ils ne vont pas arrêter de me chercher. Ça ressemble à un problème qui te concerne, Brad. » La désespérance de Brad s'intensifia. « Allez Morrison, tu as des connexions militaires, des contacts en sécurité. Tu peux faire disparaître tout ça. » Derek observa Brad avec l'intérêt clinique de quelqu'un qui étudie un échec fascinant. « Pourquoi est-ce que j'aiderais l'homme qui avait planifié de me tuer et de voler mon fils ? » « Parce que j'ai des informations que tu veux. » L'expression de Dorerick ne changea pas, mais quelque chose dans sa tranquillité fit bouger Brad, mal à l'aise. « À propos de Lindsay. »
à propos de ce qui s'est vraiment passé avant que tu ne rentres à la maison. Dorerick attendit. Brad sortit un téléphone portable et lança une conversation enregistrée. La voix de Lindsay remplit l'air, mais ce n'était pas la femme que Dorerick avait épousée. Cette voix était froide, calculatrice, et parlait de la mort de Derek avec l'enthousiasme de quelqu'un qui planifie des vacances. Ça doit ressembler à un accident, mais ça doit arriver bientôt. Les polices d'assurance ne paient pas s'il prend sa retraite sans mourir au combat. La voix de Patricia répondit, Dorothy peut s'occuper du garçon indéfiniment si nécessaire. Les enfants de militaires sont faciles à briser une fois qu'on les sépare de l'influence de leur père. Lindsay reprit, et Dorerick ne soupçonnera rien. Il pense que je suis l'épouse militaire désemparée attendant fidèlement à la maison. Il n'a aucune idée que je prépare tout ça depuis 2 ans. Dorerick écouta pendant 15 minutes une conversation qui détaillait exactement à quel point il avait été trahi. Lindsay n'avait pas été séduite par Brad. Elle l'avait recruté. Patricia n'avait pas manipulé Lindsay. Elles étaient partenaires. Les abus subis par Tyler n'étaient pas le fruit de la colère ou d'une mauvaise décision. C'était une guerre psychologique calculée, conçue pour détruire le lien de Derek avec son fils. Lorsque l'enregistrement prit fin, Dorerick resta silencieux pendant 30 secondes. « Quand cela a-t-il été enregistré ?» demanda-t-il finalement. « Il y a 6 mois. Lindsay voulait que je l'aide à simuler ta mort lors de ta dernière mission. Faire en sorte que cela ressemble à une action ennemie. Quand j'ai dit que j'avais besoin de temps pour planifier, elle est devenue impatiente et a décidé d'attendre que tu meures naturellement. » Brad se pencha en avant, les yeux brillants d'espoir. « Mais cela prouve tout, non ? Ça montre que Lindsay était la maîtresse d'œuvre, qu'elle m'a manipulé pour l'aider. Tu peux t'en servir. » Le rire de Dorerick résonna, sincèrement amusé. « Pourquoi ? Prouver que mon ex-femme est une sociopathe ? Je le savais déjà. Prouver que tu es une victime ? On sait tous les deux que ce n'est pas vrai. » Dorerick se leva, son regard chargé de certitude. « Brad, tu te trompes. Je ne me soucie plus des preuves. Je ne me soucie plus de la justice, de la vengeance, ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. » Il regarda Brad avec ce qui ressemblait à de la pitié. Lindsay est partie. Patricia est partie. Dorothy est en prison fédérale. Tyler est en sécurité et heureux. La guerre est finie et j'ai gagné. Brad, la voix brisée par le désespoir, murmura, « Mais moi. » « Et moi ?» répondit Dorerick, avec un regard d'acier. « Tu veux savoir ce que tu es, Brad ? Un lâche. Tu as manipulé une femme brisée au lieu de faire face à tes dettes de jeu. Tu as planifié de tuer un homme qui ne t'a jamais fait de mal. Au lieu de prendre tes responsabilités, tu as fui, toujours fuir. Mais courir ne change pas ce que tu es. Ça veut juste dire que tu mourras épuisé au lieu de te tenir debout. » Dorerick tourna les talons, laissant Brad seul sur le banc, avec sa désespérance, ses dettes impayables et son enregistrement qui ne prouvait rien d'autre que ce qu'il était toujours, un homme faible qui rejetait la faute sur les autres. Dorerick avait appris quelque chose de crucial pendant ses 22 ans de service militaire. Certains pouvaient être rachetés, mais d'autres étaient juste des cibles attendant le bon moment pour être éliminés. Brad Orley était une cible, et Dorerick avait déjà appuyé sur la gâchette en refusant de le sauver des conséquences qu'il avait méritées. Ce soir-là, Dorerick alla chercher Tyler à l'école et conduisit à travers ces rues suburbaines tranquilles où les enfants jouaient dans les jardins et où les parents se souciaient de choses normales comme les devoirs et les entraînements de football. « Papa, » dit Tyler en entrant dans l'allée, « Mrs. Patterson a demandé si tu voulais venir à la réunion parents-professeurs la semaine prochaine. » Derek sourit. « Bien sûr. Comment vont tes notes ? » Toutes des A, sauf en article. J'ai eu un B+ en article. Que s'est-il passé en art ? Tyler réfléchit sérieusement. J'ai dessiné une image d'une famille, mais c'était juste toi et moi. Mrs. Patterson a dit que les familles avaient généralement plus de monde, mais je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Certaines familles sont exactement de la bonne taille. Derek ressentit une fierté qui n'avait rien à voir avec ses réussites militaires ou ses victoires tactiques. Tu as tout à fait raison, mon fils.
Certaines familles sont exactement de la bonne taille. Cette nuit-là, après que Tyler se soit endormi, Derek s'assit sur le porche arrière. Il leva les yeux vers les étoiles, des étoiles qu'il pouvait voir ici d'une manière qu'il n'avait jamais pu observer dans les endroits où il avait passé sa vie professionnelle. Demain, il assisterait à une réunion parents-professeurs, comme n'importe quel père normal. La semaine prochaine, il aiderait Tyler à préparer un projet scientifique sur les systèmes solaires. Le mois suivant, il partirait camper dans les montagnes où les seuls dangers seraient la météo et la faune sauvage. Derek Morrison avait passé 22 ans à protéger un pays qui ignorait son nom, contre des ennemis qui ne méritaient aucune pitié. Maintenant, il protégeait un petit garçon de 8 ans qui comptait plus pour lui que toutes les batailles qu'il avait remportées et toutes les missions qu'il avait accomplies. C'était, pensa-t-il, le travail le plus important qu'il ait jamais eu. Et contrairement à sa carrière militaire, c'était un travail où la victoire signifiait la paix, pas plus de guerre. Derek entra dans la maison, vérifia son fils une dernière fois et s'endormit d'un sommeil sans rêve, celui qui vient de la certitude que tout ce qui valait la peine d'être protégé était en sécurité. Chapitre 9, Nouvelle fondation. Un an plus tard, Derek se tenait dans la cuisine de sa maison, préparant les déjeuners et vérifiant les devoirs avec l'efficacité d'un père célibataire qui avait appris que l'éducation d'un enfant était plus complexe que toute opération militaire qu'il avait jamais planifiée. Tyler entra dans la cuisine vêtu de son uniforme de foot et arborant le sourire confiant des enfants qui savent qu'ils sont aimés sans condition. « Papa, n'oublie pas que j'ai un entraînement jusqu'à 17h30. Déjà noté dans mon calendrier, et n'oublie pas ta gourde. » Tyler attrapa son équipement et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta, se tourna et fixa Derek avec un regard devenu familier au cours de l'année écoulée, celui d'un enfant qui avait encore parfois besoin d'être rassuré que les bonnes choses n'étaient pas temporaires. « Tu seras là, hein, à l'entraînement ?» Derek lui sourit chaleureusement, certain de sa réponse. « Je ne manquerai ça pour rien au monde, mon fils. » Après le départ de Tyler pour l'école, Derek passa en revue son emploi du temps pour la journée. Son entreprise de conseil en sécurité avait connu une croissance régulière au cours de l'année passée, se spécialisant dans la protection personnelle pour les cadres et les familles qui avaient besoin de sécurité réelle, plutôt que de démonstrations théâtrales de force. Derek avait découvert que ses compétences militaires se traduisaient parfaitement dans le secteur civil, surtout lorsque ses clients comprenaient qu'ils embauchaient quelqu'un qui avait passé des décennies à protéger des gens qui comptaient. Mais ce qui le satisfaisait le plus dans sa nouvelle vie, c'était la simplicité de celle-ci. Pas de mission secrète, pas de décision de vie ou de mort, pas de sacrifice de la famille pour le devoir, juste le rythme stable des trajets scolaires, des entraînements de football et des histoires du soir lues à un garçon qui avait appris à faire confiance à son père, sachant qu'il serait toujours là pour lui. Le téléphone de Derek se mit à sonner. Numéro inconnu, mais Derek reconnaît immédiatement le modèle. Appel crypté, acheminé par plusieurs serveurs. Morrison, colonel Torres à l'appareil. Comment se passe ta retraite, Derek? Derek sourit. Aucune plainte, monsieur. En quoi puis-je vous aider? Nous avons une situation qui pourrait bénéficier de ton expertise particulière. Extraction de valeur élevée, territoire hostile, soutien officiel minimal. Intéressé? Derek tourna les yeux autour de la cuisine, observant les œuvres de Tyler accrochées sur le réfrigérateur, les trophées de football posés sur le rebord de la fenêtre. Le genre de chaos familial normal qui avait un jour semblé impossible. J'apprécie l'offre, colonel, mais je suis définitivement sorti. Derek, c'est important. Des implications pour la sécurité nationale. Des civils américains en danger. Il y a d'autres personnes qui peuvent s'occuper de la sécurité nationale, monsieur. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut gérer l'entraînement de football de Tyler. Derek coupa la communication et effaça le numéro. 6 mois plus tôt, il aurait peut-être été tenté. L'appel du devoir était difficile à ignorer pour les hommes qui en avaient fait leur identité. Mais Derek avait appris quelque chose d'important durant l'année écoulée. Le devoir ne consistait pas seulement à servir son pays. Parfois, le devoir signifiait être présent pour ceux qui avaient le plus besoin de vous. Cet après-midi-là, Derek arriva à l'entraînement de football de Tyler 15 minutes à l'avance.
Il avait appris que les autres parents appréciaient la ponctualité et que le fait d'être un père fiable rendait Tyler fier d'une manière que les décorations militaires n'avaient jamais pu. Derek observa son fils jouer avec l'attention concentrée qu'il réservait autrefois à l'analyse tactique. Tyler avait hérité de l'aptitude de son père à évaluer rapidement les situations et à ne pas se laisser intimider par des adversaires plus grands. Mais plus important encore, Tyler avait développé cette confiance en soi facile qui venait des enfants qui savaient qu'ils étaient soutenus sans condition. Derek Morrison tourna la tête et aperçut une femme de son âge s'approcher des gradins. Elle était attirante d'une manière discrète, une beauté qui venait de la compétence et de la confiance en soi plutôt que d'un artifice soigneusement cultivé. « Je m'appelle Janet Stevens. Ma fille, Emma, est dans l'équipe de Tyler. » Derek hocha poliment la tête. « Enchanté de vous rencontrer. » Janet s'assit à côté de lui sur les gradins. « Tyler parle beaucoup de vous pendant les entraînements. Il est clair qu'il vous trouve assez incroyable. » Derek observa Tyler voler le ballon à un adversaire beaucoup plus grand. « C'est un bon garçon. »« Il l'est, et vous faites du super travail avec lui. » La voix de Janet portait l'autorité de quelqu'un qui avait vu beaucoup de familles et savait reconnaître celles qui fonctionnaient bien. « Je suis thérapeute familial, et je vois beaucoup d'enfants issus de situations difficiles. Tyler s'est remarquablement bien adapté. » Derek scruta le visage de Janet, cherchant des signes d'une curiosité professionnelle ou d'un agenda thérapeutique, ce qu'il avait appris à reconnaître au fil des années. Mais il ne vit que de la chaleur sincère et cette observation attentive qui caractérisait les gens qui se souciaient du bien-être des enfants. « Tyler a traversé quelques épreuves, » dit Derek prudemment. « La plupart des enfants passent par là. La différence, c'est d'avoir quelqu'un qui leur donne de la stabilité ensuite. » Janet regarda Tyler marquer un but, levant le poing en signe de victoire. « Il a de la chance de vous avoir. » Derek se surprit à apprécier véritablement cette conversation. Janet était intelligente sans être académique, observatrice sans être intrusive, et elle comprenait clairement la différence entre un intérêt professionnel et une connexion personnelle. À la fin de l'entraînement, Tyler courut vers Derek avec l'énergie débordante des enfants de 9 ans qui viennent de passer une heure à courir après un ballon sur un terrain. « Tu as vu mon but, papa ? » »« Je l'ai vu. Beau travail avec les pieds. » Tyler sourit largement puis aperçut Janet à proximité. « Salut Madame Stevens. Tu as vu l'arrêt de Emma pendant la seconde mi-temps ? Elle est vraiment douée. »« Elle l'est, » répondit Janet. « Et votre objectif était tout aussi impressionnant, n'est-ce pas ?» Le sourire de Tyler s'élargit. Derek avait remarqué que son fils réagissait toujours positivement à l'approbation des adultes. Probablement parce qu'il avait passé trop de temps avec des adultes qui la lui refusaient, comme une forme de contrôle. « Madame Stevens, » dit Tyler avec un sérieux réfléchi qui rendit Derek fier. « Est-ce que toi et Emma voulez venir prendre une glace avec nous ? Papa achète toujours des glaces après l'entraînement. » Derek regarda Janet, qui semblait visiblement amusée par l'approche directe de Tyler pour organiser les sorties sociales. « Si ton père n'a pas d'objection à notre compagnie, » dit-elle. Derek se retrouva à dire, « Nous apprécierions votre compagnie. » Une heure plus tard, Derek était assis dans un salon de crème glacée locale, observant Tyler et Emma se livrer à l'une de ces conversations intenses que les enfants de 9 ans avaient sur des sujets importants, comme leur saveur préférée et si le football était mieux que le baseball. « Il est remarquable, ce garçon, » dit Janet, d'une voix calme. Confiant mais pas arrogant. Amical mais pas naïf. Peu importe ce qu'il a traversé avant, il en est clairement ressorti plus fort. Derek hocha la tête. Tyler a de bons instincts à propos des gens. Il a appris à faire confiance à son jugement. Janet sourit. C'est une compétence précieuse. Trop d'enfants apprennent à se douter d'eux-mêmes lorsque les adultes les laissent tomber. Derek se surprit à s'ouvrir de manière inattendue. Sa mère, elle a fait des choix qui n'étaient pas dans son meilleur intérêt. Il a dû apprendre que tous les adultes ne sont pas dignes de confiance, mais il a totalement confiance en toi. J'espère bien. J'ai essayé d'être constant, prévisible. Après ce qu'il a traversé, il avait besoin de savoir que certaines choses étaient permanentes. L'expression de Janet se fit plus pensive. Tu sais,
La plupart des pères célibataires dans ta situation se seraient remariés rapidement juste pour fournir une figure maternelle. Le fait que tu ne l'aies pas fait montre que tu comprends que la stabilité est plus importante que la structure familiale conventionnelle. Dororik réfléchit à ces paroles. Tyler et moi, on est une famille. On n'a pas besoin d'ajouter des gens pour être complet, mais on est ouvert à ajouter ceux qui amélioreront ce qu'on a déjà. Il regarda Janet avec une nouvelle appréciation. Elle posait des questions directes sans être intrusive, montrait de l'intérêt sans forcer. Je suis ouvert aux possibilités. Le sourire de Janet était chaleureux et sincère. C'est bien, parce qu'Emma et moi, on est plutôt doués pour améliorer les choses. Alors qu'ils retournaient à leur voiture, Tyler parlait avec enthousiasme de l'emploi du temps des prochains matchs et se demandait si Dororik pensait qu'il était prêt à essayer de rejoindre l'équipe de voyage. Dororik écoutait avec une attention soutenue qui signifiait à Tyler que ses intérêts comptaient, que ses rêves étaient valides et que son père le soutiendrait dans tout ce qu'il choisirait de poursuivre. « Papa, dit Tyler en arrivant près de leur Jeep. J'aime bien Madame Stevens et Emma. Elles sont sympas. » Dororik boucla Tyler dans son siège et réfléchit à l'évaluation de son fils. Tyler était devenu un excellent juge de caractère. En partie à cause de ce qu'il avait vécu, mais aussi parce que Dororik lui avait appris à faire confiance à ses instincts. Je les aime aussi, mon fils. Le soir, après que Tyler se soit endormi, Dororik s'assit sur son porche arrière et se remémora la journée. Il y a un an, il avait planifié la destruction systématique de ceux qui menaçaient sa famille. Ce soir, il pensait aux entraînements de football, aux rendez-vous pour des glaces et à la possibilité d'élargir sa définition de la famille, en y incluant ceux qui enrichissaient plutôt que menaçaient ceux qu'il avait construits. Derek Morrison avait passé 22 ans dans une profession où la victoire signifiait éliminer des ennemis et où le succès se mesurait par des missions accomplies. Maintenant, il apprenait que les victoires les plus importantes étaient les plus silencieuses, un fils qui riait facilement, des routines de coucher qui ressemblaient à des traditions plutôt qu'à des obligations, et la possibilité de construire quelque chose de nouveau sans oublier l'importance de protéger ce qui existait déjà. Dororik leva les yeux vers les étoiles, qui semblaient plus brillantes que l'année dernière, et sourit. Demain, Tyler aurait un test de science, un entraînement de football et un rendez-vous avec Emma Stevens. La semaine prochaine, il y aurait une réunion parents-professeurs et un carnaval scolaire où Dororik se ferait probablement convaincre de travailler au stand du Dunking Booth. C'était, réfléchit-il, exactement le genre d'avenir pour lequel il valait la peine de se battre. Et Dororik Morrison avait toujours été très bon pour se battre pour ce qui comptait. Et voilà, une autre histoire qui se termine. Qu'en avez-vous pensé? J'aimerais connaître vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a plu, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela signifie énormément pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran et je vous retrouverai là-bas. Alrighty, we're gonna have another roulette starting pretty soon here. I don't know why they're aggroed at me. Alright, we're gonna try something kind of risky here. Yeah, come after me, bro. Come at me, bro. Come at me, bro. Ouch! No! Ah! 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 Panic, 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 panic. Oh. I play that so dumb. I played that so dumb. I just thought he'd go in the hole. Damn. Oh my god, dude. That's truly tough. I died to nothing, bro. I died for no reason. Oh, man. Okay. I say we just rerun it real quick. Man. Every 30 minutes, so you should check pretty soon.
Every 30 minutes, Q. Alrighty. God damn it, dude. Well, chat, that was demoralizing for me. It sucks when I died to, like, just the game, man. I thought I was better than that. But I'm unwavered. We go again. Add a death here. Okay. We're almost ready to get back into this. Yeah, I mean, I still had a good couple hours. I still needed to trade and then get blazes and then find the stronghold. Still had a good hour left in that run, probably. Yeah, most people start showing up around this time, honestly. I'm just a little bummed. That was just such an unnecessary death, you know? That was totally my fault. Okay. But it's alright, chat room. We go again. Hardcore 26. This is the run. New world time, baby. Okay. We are connected. We are good to go. We got the cherry blossom right off rip. Excellent. Nice looking cave. Okay. Trees. Might want to find some wood. Wow, actually no. Alright, there's a tree. Whoa, okay. Off to a good start. Could definitely go for some more trees near me, but whatever. You and me gonna be like James Bond. Alrighty, that is plenty. We may have adopted the unnamed route of doing things, and what's that?